Bonjour. Les gens adorent les chiens. Et oui, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de chiens errants. Tu l'as, mon avis? Il a la rage. Et on peut rien faire pour lui. C'est à cause des fils? Des fils de cerf-volant. Combien vous en avez ici? À peu près 125. 95% du matériel que nous utilisons, nous l'achetons nous-mêmes. Il y a 500 ans, notre maître fondateur, le seigneur Jambéchoir, a fondé une communauté, les Bishnoï, et il a dicté 29 commandements. Bishnoï vient de là. Bish veut dire 20 et Noï 9. Les gens pensent que le Gange peut absorber et puis emporter la pollution. Beaucoup de gens pensent que l'écologie est un problème de pays riches. Croyez-moi, ce n'est pas un problème de pays riches, c'est le problème de tout le monde. C'est une ferme biologique qui a pour but de préserver la biodiversité, mais on fait également de la recherche et on teste un tas de méthodes. L'Inde est un pays fascinant qui a longtemps été un territoire stratégique pour l'Empire britannique. Sous la pression d'un mouvement politique mené par Gandhi, le pays accède à l'indépendance en 1947. Aujourd'hui, l'Inde est fractionnée en 28 États et mon voyage se déroulera dans le plus pittoresque d'entre eux, le Rajasthan. C'est New Delhi qui m'ouvre les portes du pays des Maharajas. En 1911, le roi d'Angleterre George V décide de transférer la capitale de Calcutta à Delhi. La ville sera réaménagée pour l'occasion et naîtra alors New Delhi, la nouvelle Delhi. En Inde, la religion et la spiritualité sont omniprésentes et plus de la moitié de la population est végétarienne par conviction. Beaucoup d'Indiens témoignent un profond respect aux animaux qu'ils considèrent comme leurs égaux. D'ailleurs, de nombreuses cliniques vétérinaires existent à New Delhi et je me rends dans la plus grande d'entre elles, le centre Sanjay Gandhi. Bonjour. Dans l'enceinte du centre, près de 3000 animaux attendent d'être soignés ou passent simplement leurs vieux jours ici. Sanjay Gandhi est le plus important centre vétérinaire de la capitale avec plus de 200 consultations privées par jour. Une véritable cour des miracles où l'on peut croiser des animaux de toutes les espèces. Fondé en 1980, c'est également un des plus vieux centres vétérinaires d'Inde. Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine, il a été conçu au départ comme prototype pour d'autres hôpitaux de Delhi. Le centre dispose d'un système d'ambulance toujours disponible pour parer aux urgences vétérinaires. Mais aujourd'hui, un pensionnaire assez particulier vient tout juste d'arriver. Une biche plutôt aventureuse. D'où est-elle venue? De la forêt. De la forêt directement au jardin du président. Oui, dans la résidence présidentielle. Peut-être qu'il avait quelque chose à dire au président. Une sorte de messager. Combien de chiens ont pris leur retraite ici? À peu près 700. 700 chiens qui ont élu domicile ici? Oui, regarde, celui qui est en train de dormir là, il est aveugle. Celui au collier bleu aussi, il y en a d'autres à l'intérieur. En tout, j'ai 6 ou 7 chiens aveugles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 chiens dans votre bureau? Ah non, 13! Il y en a un ici. 13 chiens pour garder votre bureau. Tous ces résidents permanents sont autant de bouches à nourrir. Mais dans ce pays où l'aide aux animaux est un devoir, le centre fait appel au volontariat auprès des gens du voisinage. Vous habitez à côté? Oui, j'habite dans le coin. Et vous venez souvent ici? Je viens une fois par semaine, tous les vendredis. C'est quoi ça? Du sucre de canne?
Oui, du sucre de canne. Du sucre de canne. Ok, my friend. Certaines personnes récupèrent ces animaux pour des abattoirs illégaux. Des abattages illégaux de vaches? Mais les vaches sont sacrées ici. Les vaches et les buffles aussi. Ah, les buffles aussi. Oui. Ça fait vraiment partie de votre culture à vous, les Indiens. Vous avez un profond respect pour les animaux, c'est culturel. Oui. Dès notre naissance, nos parents nous apprennent que les animaux sont comme des êtres humains et que nous devons les aider. On a le même sentiment maternel avec les vaches qu'avec notre mère, parce que le lait des vaches est indispensable aux nourrissons. Après le lait maternel, le lait de vache est la meilleure nourriture. Dans la culture indie, beaucoup de gens sont végétariens. Tu es végétarien? Oui. Même si l'on trouve de toutes les espèces dans le centre, les plus nombreux sont les chiens. Dans New Delhi, il y aurait environ 500 000 chiens errants, un nombre considérable pour les 15 millions d'habitants de la capitale. La cuisine pour les chiens? Oui, c'est ça. C'est à cause de votre culture qu'il y a tant d'animaux dans les rues? Les gens adorent les animaux. Ils adorent surtout les chiens. Et oui, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de chiens errants. J'ai l'impression que les gens aiment avoir leurs chiens errants. Les chiens sont là, ils n'appartiennent à personne, mais en même temps, ils ont l'air d'être à tout le monde. En fait, les chiens errants sont plus forts que les chiens d'élevage. Oui, bien sûr. Ici, tu verras que la plupart des gens préfèrent les chiens errants aux chiens d'élevage, comme les labradors ou les bergers allemands. En fait, ils sont beaucoup moins vulnérables aux maladies. Ils sont plus résistants. Ils mangent n'importe quoi. Quand j'étais plus jeune, avant d'être vétérinaire, je détestais les chiens. Je les chassais quand ils s'approchaient. Mais en général, quand tu dis à ces chiens-là de partir, ils ne vont plus te lâcher et ils vont te suivre partout. Au bout d'un moment, tu abandonnes et tu leur dis « c'est bon, vous êtes sympa ». C'est toujours comme ça que ça commence. Les chiens errants ont leur utilité dans les rues, car ils nettoient une grande partie des déchets alimentaires, mais ils véhiculent aussi de nombreuses maladies et laisser leur population s'accroître pourrait exposer les habitants à des risques sanitaires importants. Le centre stérilise automatiquement tous les chiens qui l'accueillent. En moyenne, nous faisons entre 10 et 15 opérations par jour. Et à New Delhi, il y a au moins 4 ou 5 hôpitaux comme celui-ci qui pratiquent ce genre d'opération. Ce qui fait près de 100 chiens stérilisés tous les jours à New Delhi. Jusque dans les années 1980, environ 50 000 chiens errants étaient empoisonnés ou électrocutés chaque année dans le but de diminuer leur population. Ces méthodes ont été jugées inefficaces et depuis 2009, le gouvernement investit considérablement dans des plans de stérilisation à travers tout le pays. Il s'est fait mordre l'oreille par un chien. En général, ces chiens errants ne sont pas propres. Ils n'ont pas une bonne hygiène, à l'inverse des animaux domestiques que leurs maîtres lavent régulièrement. From the ear, non? C'est la gale des oreilles en fait. Cette oreille-là est complètement normale. Elle est normale, elle est jolie, elle n'est pas gonflée. Et l'autre oreille, son oreille est abîmée et tout ça c'est gonflé. Et en fait, cette plaie-là, c'est presque accessoire, en tout cas c'est secondaire, parce qu'il s'est gratté. Donc on désinfecte la plaie, mais surtout il faut qu'il arrête de se gratter. C'est ton chien? Non? C'est un chien errant, il dit qu'il vit dans la rue. Il vit devant chez toi? Oui. Tu lui donnes un nom? Papou. Papou. Attention. Ok mon ami, on y va? Là on essaye de nettoyer l'oreille en profondeur. C'est entre le plaisir et la douleur. Ok mon ami, 1, 2, je sais, ça fait un peu mal. T'es courageux. Il est sympa, courageux. Si la gale est une maladie bénigne, il y a en Inde un virus mortel véhiculé par les chiens, la rage. Cette maladie est incurable chez l'humain si un vaccin n'est pas injecté à temps. Il y a seulement quelques années, les gens n'étaient pas bien informés sur la rage et les maladies animales. Le gouvernement a lancé des programmes
pour s'attaquer au problème. Et aujourd'hui, les habitants sont bien mieux informés sur ces maladies. Quand ils trouvent un chien malade, ils se posent la question et se disent qu'il y a ce virus de la rage qui se répand, qu'il faut prendre au sérieux. Donc ils vont faire vacciner ce chien. Même si c'est un chien errant, pour leur sécurité, ils préfèrent le faire vacciner. Et chez nous, la vaccination est gratuite. Ah, c'est gratuit? Oui, chez nous, la vaccination est gratuite. Donc c'est très facile pour les gens d'amener leur chien à vacciner. Et quand ils viennent ici pour le vaccin contre la rage, ils passent automatiquement à la stérilisation. Ça aussi, c'est gratuit. Ils ne payent pas un centime pour ça. Le propriétaire est content, les gens du quartier où vit le chien sont contents, le chien est content, donc tout le monde est content. Nous éradiquons la rage et en même temps, nous réduisons la population de chiens errants. Nous avons remarqué que depuis 4 ou 5 ans, les cas de contamination ont énormément diminué. Avant, on voyait beaucoup de cas de rage et aujourd'hui, beaucoup moins, grâce à nos bons programmes de vaccination. En Europe, la rage a complètement disparu grâce à d'importants dispositifs de vaccination et notamment à l'usage d'appâts vaccinants largués par hélicoptère dans les campagnes. En Inde, le virus est endémique et tue chaque année entre 20 et 30 000 personnes qui meurent dans d'atroces souffrances. Aujourd'hui, mieux informés, les habitants n'hésitent plus à appeler les urgences vétérinaires dès qu'ils voient un chien qui présente les symptômes de la rage. Hypersalivation, incapacité à se déplacer, spasmes et forte agressivité. La façon qu'il a de se tenir, de ramper, d'agresser notre chien alors qu'il n'est pas du tout en état. Et puis on voit qu'il est en souffrance là, c'est pas le fait d'être attaché, juste. Il est enragé. Et on peut rien faire pour lui. Voilà. Ok. Ok. Ce qui est assez caractéristique, c'est l'agressivité, l'incapacité à se déplacer. On voit bien qu'il n'y arrive pas. Et tu vois, on sent la souffrance du chien. C'est assez caractéristique. J'en ai pas vu beaucoup de rage. Ils vont le rentrer à l'intérieur pour vérifier notamment ses yeux, ses réflexes au niveau de l'appétit, pour poser un peu un diagnostic de certitude. Et puis, bon, s'il a la rage, il sera euthanasié. Le diagnostic tombe rapidement. Tous les symptômes sont réunis. C'est pour l'euthanasie? Oui. Bien sûr. Il allait mourir dans quelques jours de toute façon. Et puis, je pense sincèrement qu'il doit moins souffrir. Il fallait abréger ses souffrances. Dans la nature, il existe une famille de grands nettoyeurs. Ce sont les rapaces. Carnivores et charognards, ils contribuent à l'élimination des cadavres d'animaux et empêchent donc le développement de certains virus. Ils sont d'une grande utilité et pour une mégalopole comme New Delhi, qui peine à traiter ses déchets, ils sont même indispensables. Plusieurs hôpitaux pour les oiseaux existent, mais la majorité refuse de soigner les rapaces. J'ai pourtant entendu parler d'une petite structure familiale qui n'a que faire des préjugés sur ces animaux. Saoud et son frère Navin se sont spécialisés dans le soin des rapaces.
Excusez-moi, je cherche l'hôpital des oiseaux. Pashiuka Hospital. Saoud. Oui, pour oiseaux. L'hôpital des oiseaux? L'hôpital des oiseaux. Vous savez où il est? Par là? Ok. Juste après l'arbre, ok. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien, c'est comme en Normandie quoi. 3e pommier à droite. Bonjour Saoud. Bonjour. C'est difficile de te trouver. Enchanté. Ça va? Nous avons fondé cet hôpital parce qu'à Delhi, il n'y avait rien pour soigner les rapaces. Pourquoi il n'y a pas d'endroit pour soigner les rapaces? Où est le problème? C'est parce que tous les hôpitaux pour oiseaux sont fondés et gérés par la communauté jaïne. Et les jaïnes sont strictement végétariens. Ils ne peuvent donc pas nourrir les rapaces avec de la viande, et la viande est essentielle à leur équilibre alimentaire. Sans viande, le rapace ne peut pas survivre. Combien vous en avez ici? À peu près 125. 125? Et ils peuvent quitter la cage quand ils veulent? Oui. La cage est toujours ouverte. Donc, quand ils sont guéris, ils partent. Il y en a qui reviennent juste pour la nourriture? Oui. Il y en a beaucoup. Regarde là-bas. Il y a un Milan. Il attend la nourriture. Ok. C'est le déjeuner? Un peu faisandé, juste comme ils aiment. Un petit peu de poumon. Petit. Comment vous trouvez l'argent pour la nourriture? Tout sort de notre poche. Tout est payé par nous-mêmes, le transport des oiseaux, les appels d'urgence, les médicaments, tout. En fait, 95% du matériel que nous utilisons, nous l'achetons nous-mêmes. L'hôpital de Navin et Saoud est en fait la maison familiale où ils vivent avec leurs parents. Depuis leur enfance, les deux frères soignent ces oiseaux dont personne ne veut, et avec le temps, ils se sont fait une réputation. Quand des gens trouvent des rapaces blessés, ils leur apportent directement. C'est les oiseaux qu'on vous a apportés récemment? Oui, cette nuit. Ah, cette nuit. Ils ne sont pas en super forme. Tu les as déjà examinés? Oui, celui-là, il a... C'est juste une plaie. Il est blessé. On va le recoudre, notre ami. L'aile n'est pas cassée. Non. Et celui-là, il a l'aile cassée? Non. Mais les muscles sont complètement secs. Donc il ne pourra plus jamais voler? Non. Et tu vas l'euthanasier? Ouais. Comme beaucoup d'autres. Oui, comme beaucoup. Un oiseau qui ne peut plus voler est un oiseau condamné. Et souvent, ceux qu'on apporte ici sont en piteux état. Par chance, une des victimes de la veille va s'en sortir. Sa blessure nécessite juste une simple opération. Les rapaces, quand ils s'envolent, on en voit beaucoup au bord des routes. Et quand ils prennent leur envol, ils perdent un peu d'altitude en fait. Et c'est à cause de ça qu'ils se font autant taper par des voitures. On les voit sur le bord de la route faire ça. Et c'est là qu'ils se font renverser. Et sinon, ils se font prendre pas mal de barbelés. Et puis éventuellement empoisonnés. Ok. C'est la table d'opération. Là, on est vraiment dans un hôpital de campagne. Il s'est fait ça comment? Il s'est pris dans des fils de cerf-volant. Ah, ok.
fait, le muscle était sectionné. Et donc toute la difficulté, c'est de rapprocher les bords de la plaie parce qu'il y a beaucoup de tension. Et donc si on met des tonnes de fils, quand l'oiseau va se réveiller au moindre mouvement, tout ce qu'on a fait va se déchirer. Donc ça n'a pas grand intérêt. From here? C'est bon, tu peux resserrer. Il lui faudra 15 jours pour récupérer. Et 1 mois pour se réhabituer. Oui, pour prendre son envol. Pourquoi les oiseaux sont si importants pour les Indiens? Ils font partie de notre environnement. Ces oiseaux sont des charognards. Ils mangent des animaux morts et nettoient les poubelles. Ce sont de grands nettoyeurs. Tu peux le poser là. Ici? Oui. Ce n'est pas trop froid? Non. Étape suivante, Jodhpur, la seconde plus grande ville du Rajasthan, avec une population dépassant le 1 million d'habitants. Sur les hauteurs de la ville, le fort de Mehrangarh, un des plus imposants de tout le pays. On appelle Jodhpur la cité du soleil grâce à un ensoleillement exceptionnel tout au long de l'année, mais aussi la ville bleue, car la plupart des maisons de la vieille ville sont peintes de cette couleur. C'était auparavant le signe d'appartenance à la caste des brahmanes, la plus haute caste de la société indienne, les notables de la ville. Je suis venue ici pour rencontrer des Bishnoi, une communauté extrêmement proche de la nature, créée il y a 500 ans par le leader spirituel Jambeshwar. Contrairement au système de caste, cher à la société indienne, on ne naît pas Bishnoi, on le devient. Il faut pour cela suivre une liste de 29 commandements très stricts. Les Bishnoi seraient environ 700 000 dans l'ouest de l'Inde, dont la plupart dans la région de Jodhpur. C'est quoi ça? Les 29 commandements des Bishnoi. Vous êtes Bishnoi? Oui, je suis Bishnoi. Et donc vous préservez les animaux et les arbres? On suit ces 29 commandements. Vous pouvez m'emmener? Oui. Dans votre village? Oui. Super! Ramesh est chauffeur de taxi. Il vit en dehors de la ville avec sa femme et ses enfants. Je vais essayer de mieux comprendre la foi qui les anime et ce respect de la nature qu'ils érigent en règle de vie. C'est donc ici, chez vous? Your village. Bonjour. Bonjour. Hello. Namaste. Tu dois être Sharda? Oui, c'est moi. Enchantée. Moi, c'est Mana. Mana. Manaïg. Mais Mana, c'est bon. C'est un joli nom. C'est ta maison? Oui. C'est très joli. Merci. Vraiment très joli. Il y a 500 ans, notre maître fondateur, le seigneur Jambeshwar, a fondé une communauté, les Bishnoi, et il a dicté 29 commandements. Bishnoi vient de là. Bish veut dire 20 et Noi 9. Les Bishnoi doivent se baigner à 5 heures du matin. Ils ne doivent jamais abattre un arbre vivant, ne doivent pas chasser ou tuer les animaux. Pour les femmes, quand elles accouchent, elles sont mises en quarantaine dans une pièce séparée pendant 1 mois, avec leurs ustensiles propres, leur jarre d'eau. Tout est mis à l'écart. Et puis, pendant les 5 jours où elles ont leurs règles, elles n'entrent pas dans la maison, ne s'approchent pas de la cuisine ou de la nourriture des autres. Elles se mettent à l'écart. Si vous êtes capable de vivre d'après 29 règlements de ce type, alors vous pouvez devenir Bishnoi. Je vais à la cuisine. Je peux t'aider? Oui. Suis-moi. Tu n'utilises pas beaucoup de bois pour faire le feu. Non, c'est des bousses de vache.
Les Bishnoi utilisent parfois du bois pour les constructions, mais uniquement du bois mort en prenant soin d'enlever l'écorce pour ne pas brûler d'éventuels insectes qui y nicheraient. Toute créature vivante, animal, arbre, plante mérite notre protection. Nous croyons en Dieu, c'est pour ça que nous protégeons sa création, la nature, les arbres, les créatures vivantes, sans distinction, comme si on était une même famille. Et votre beurre, vous le vendez? Non. C'est pour la famille. On le mange nous et nos enfants. Je peux t'aider? Oui. You can do it. Ok. रख दो एक बार. हाँ रख दो. C'est bon comme ça? Oui. Ok. C'est un comble. Il a fallu que j'attende d'être en Inde pour faire du beurre pour la première fois. C'est agréable, hein? Tout le monde fait la cuisine en même temps. C'est difficile d'être Bishnoi aujourd'hui? Dans le temps, par exemple, les gens ne mangeaient que ce qui était cuit de leurs propres mains, ce qu'ils considéraient pur. Ils emmenaient aussi leur propre eau partout. Maintenant, les gens ont besoin de gagner de l'argent et on ne peut pas s'en sortir sans argent. Donc on est obligé de partir de la maison pour aller travailler. Moi-même, je suis chauffeur et je pars loin de chez moi et c'est impossible de suivre cette règle alimentaire, car on est obligé de manger dans des restaurants. C'est très compliqué de faire autrement. Sharda est aussi curieuse sur ma culture que moi sur celle des Bishnoi. Et elle profite d'un moment à l'écart de son mari pour en savoir un peu plus sur moi. Tu as fait un mariage arrangé, toi? Ah, non. 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 Et toi? Un mariage arrangé, oui. Ici, on ne fait que des mariages arrangés. Il n'y a pas de mariage d'amour. C'est impossible. Si on tombe amoureuse, on doit abandonner l'idée. Il n'y a pas de mariage arrangé en France. C'est interdit. Interdit? Ici, en Inde, c'est plutôt le mariage d'amour qui est interdit. Tu peux te marier avec qui tu veux. Mais ton mari est quelqu'un de bien. Ouais, ça va. Ok. Ici, tu sais, la mère et la vache, c'est la même chose. On les garde à la maison. Les règles de la société indienne, et plus particulièrement de la communauté Bishnoi, obligent parfois à certains sacrifices. Leur héritage culturel est profondément marqué par un drame qui s'est déroulé dans la région en 1730. Le Maharaja de Jodhpur voulait construire une forteresse et il fallait du bois. Donc le roi a envoyé ses hommes ici pour couper des arbres. Une femme de la communauté, Amrita Devi, 2 de ses filles et son mari travaillaient dans les champs quand les hommes du roi se sont mis à abattre des arbres. Amrita Devi est alors allée s'agripper à l'arbre et les soldats lui ont coupé la tête en même temps que l'arbre. Puis ses enfants et son mari se sont également agrippés aux arbres et eux aussi y ont laissé la vie. Après ce sacrifice, le village entier, entendant les cris, est arrivé et tous se sont agrippés aux arbres en déclarant « Tuez-nous aussi ». Ce jour-là, les soldats ont décapité 363 personnes tout en abattant les arbres. 363 personnes. C'est incroyable. Ah oui. Ah mais c'est Shakira ça? Shakira. J'aime bien Shakira. Merci beaucoup. De rien. J'ai passé une super journée. Merci. Au revoir. Ok, bye.
Nous sommes dans la région d'Haridwar, au pied de l'Himalaya, là où le Gange prend sa source. C'est un site sacré, un lieu de pèlerinage, c'est la première grande ville que le fleuve traverse. Le Gange fait partie des 7 rivières sacrées d'Inde. On vient s'y baigner, s'y recueillir, prier. L'eau du Gange aurait le pouvoir d'absoudre les péchés, de purifier l'âme, le corps et l'esprit. Mais aujourd'hui, le fleuve subit le contre-coup de ses croyances ancestrales. Il est l'un des fleuves les plus pollués au monde. Des eaux usées non traitées s'y déversent sans discontinuer, se mêlant au plastique, aux pneus et autres déchets. Les Indiens y jettent également leurs défunts après calcination, pas toujours complètement terminée. Le Gange recevrait ainsi en moyenne 400 corps par jour. Dans les rues de Rishikesh, une ville religieuse voisine, je rencontre un groupe d'élèves d'un ashram local, une sorte d'ermitage où l'on vit autour d'un maître religieux. Ils ont décidé de prendre les choses en main. Vous faites quoi? Un programme de nettoyage. Du nettoyage? Vous vivez dans l'ashram? Oui. Vous êtes étudiant? Oui, c'est ça. Pour combien de temps? Environ 7 ou 8 ans. Et donc là, c'est les vacances. Oui. Et vous allez nettoyer pour les vacances. Ouais. Au bord du fleuve, une trentaine d'élèves s'affairent déjà. Sous l'impulsion de leur maître, un saint notoire de la région, ils ont décidé de nettoyer les rives du Gange au bord de l'ashram de tous les plastiques et autres déchets échoués. C'est Nandani, elle aussi élève de l'ashram, qui dirige les opérations. C'est un jour très spécial aujourd'hui, car demain on fête Diwali, la fête de la lumière. Et pour Diwali, on nettoie tous notre maison. Comme nous vivons sur les rives du Gange, c'est aussi notre maison et nous le nettoyons de tous ces plastiques, de tous ces déchets pour que demain nous ayons une maison propre. D'accord, c'est bien. Je peux vous aider? Oui, bien sûr. Ah, regarde, ça c'est intéressant. Je vais tomber sur un dead body. Je sais pas sur quoi tu tires. 30 mètres carrés de sable, 30 kilos de plastique, j'imagine, et de déchets divers. Est-ce que le Gange est particulièrement sale? Ici, comme nous sommes proches de l'endroit où le Gange prend sa source, ce n'est pas aussi pollué qu'en aval. Mais on trouve quand même des détritus. Il y a aussi des endroits où l'on peut voir des égouts à ciel ouvert et qui se déversent directement dans le Gange. Oui, c'est sûr. Et plus vous descendez dans le fleuve, plus la population s'accroît et plus il y a de pollution, d'égouts, de déchets industriels. Là-bas, il y a des fleurs. Ça ne pollue pas, ça. C'est biodégradable, ce n'est pas nocif. Mais ce qu'il se passe avec les gens aujourd'hui, c'est que tous ceux qui viennent ici jettent énormément de fleurs dans l'eau. Et avec les fleurs, ils jettent l'emballage plastique qui entoure les bouquets. Tout ça se retrouve dans le Gange et il y en a une telle quantité. Et pour les hindous, c'est une tradition de jeter des fleurs dans le Gange. La croyance veut que le Gange est notre mère. Le Gange est divin et pur et emporte tous nos péchés et tous nos karmas. Donc, par extension, les gens pensent que le Gange peut absorber et emporter la pollution également. Oui, en fait, c'est l'image du fleuve qui emporte tout. Tout ce que tu jettes dedans est emporté. Oui, on pense que le fleuve nettoie tout. C'est quoi ça? Il y a une bouteille attrapée là-bas. Ça peut être ludique.
Ces apprentis étudient dans une des plus grandes institutions religieuses du pays, l'ashram de Parmat Niketan. À sa tête, le chef spirituel Pujya Swamiji, considéré comme un saint par ses adeptes. On vient du monde entier pour visiter l'ashram et entendre la parole du saint. Près de 1000 chambres sont disponibles pour accueillir les pèlerins en quête de spiritualité. En hindi, le nom de l'ashram signifie « un séjour dédié au bien-être de tous ». Et dans les allées de l'ermitage, le calme et la plénitude accompagnent les visiteurs. Pujya Swamiji offre son enseignement à qui veut l'entendre. Au-delà des œuvres caritatives pour les plus démunis, il utilise également sa réputation pour faire entendre sa voix en tant que fervent protecteur de la nature. Et aujourd'hui au programme, c'est un grand nettoyage des allées de l'ashram. Je me demandais quelle est la relation entre l'hindouisme et la nature. L'hindouisme n'est pas né seulement pour adorer le Créateur, mais également pour prendre soin de la création. Je pense que le temps est venu. Les gens ont oublié les valeurs de l'écologie. Mais alors, que se passe-t-il en Inde aujourd'hui? Les gens ont oublié les valeurs, ça arrive. S'ils oublient, il faut simplement leur rappeler. Vous êtes là pour ça. C'est pourquoi nous sommes tous là. Et il faut souhaiter ceci. C'est la responsabilité de chacun, mais ce n'est pas juste ma responsabilité. Je crois que le temps est venu de dire « c'est la responsabilité de tout le monde ». Parce que la nature est à tout le monde, l'eau est à tout le monde. L'eau est bénie, l'eau est sacrée, mais l'eau c'est aussi la vie. L'eau c'est notre santé. Et nous devons prendre soin de l'eau parce que nous devons prendre soin de notre santé et de celle de la planète. Au final, l'eau se jette dans l'océan et si l'océan est dégoûtant, la planète souffre. Bien sûr. Le temps est venu de changer notre nature. Au lieu de modifier cette nature, essayons de changer la nôtre, la nature humaine. Autre chose? Non, vous êtes parfait. Super. On ne brûle pas le plastique. Non, il ne faut pas le brûler. On ramasse tout ça et on l'expédie. Le camion arrive, on charge tout et hop, ça part. Allez, commencez tous. Chacun avec son gobelet. Finalement, vous faites un peu le travail du gouvernement. On travaille aussi avec le gouvernement parce que tout le monde est important. Le gouvernement, vous êtes vraiment? Oui, moi je trouve qu'il m'aide. Ou vous devez ramer pour ça? Bien sûr qu'il faut ramer. Mais chaque coup de rame me rapproche de mon objectif et nous sommes en train d'accomplir notre objectif. C'est très important. Une autre chose que j'ai appris, c'est qu'au lieu de critiquer le système, contribuons au système. Bien sûr. Soyons le système. Pourquoi chacun ne pourrait-il pas devenir le système? Plutôt que de perdre notre temps à critiquer, apportons quelque chose. Bien sûr. Mais vous savez, beaucoup de gens pensent que l'écologie est un problème de pays riches. Croyez-moi, ce n'est pas un problème de pays riches, c'est le problème de tout le monde. Mais si nous nous bougeons, les gens vont se bouger, parce que nous sommes le monde. Nous sommes le monde. Formidable. Tous les soirs, tout le long du Gange, les cérémonies religieuses prennent place. Les prières et les offrandes au fleuve sacré se poursuivent souvent jusque tard dans la nuit. Ce soir, devant l'ashram, les pèlerins assistent à une veillée particulière, car c'est Diwali, la fête des Lumières. Cette cérémonie annuelle symbolise la quête de la lumière intérieure, celle de l'esprit. Elle vise à repousser les craintes, les doutes, les suspicions, et dans cette atmosphère de spiritualité,
J'ai envie de dire ma propre prière au Gange. Mais pour cela, je dois suivre un rituel bien précis. Okay. Il faut le jeter dans le Gange. Comme ça. Vous pouvez m'aider à le faire? Oui, bien sûr. Vos chaussures. J'enlève mes chaussures? Okay. C'est bon? Je fais comme ça? Descendez. Okay. Mettez ça dedans. Et maintenant, vous pouvez le mettre à l'eau. Okay. Comme ça? Oui. Et maintenant, je fais un vœu? Ok. Voilà. Ok. On va faire un vœu pour le Gange, hein. Maintenant, vous pouvez vous laver le visage dans le Gange. Il faut vraiment que je le fasse? Oui. Ok. What is the Ça représente quoi pour vous de mettre ce panier de fleurs dans le Gange? flower in the Ganga for you? C'est une prière. Le Gange est sacré pour les hindous. Donc ils viennent ici faire une prière en mettant ce panier de fleurs à l'eau. Je suis purifiée maintenant? Oui. Merci beaucoup pour votre aide. Je reprends la route pour aller à la rencontre d'une autre personnalité indienne éminente, Vandana Shiva. Cette femme a reçu le prix Nobel alternatif en 1993. Mondialement connue, c'est une des chefs de file des écologistes altermondialistes. Elle se bat pour une agriculture traditionnelle et biologique en opposition à une agriculture OGM. Avec les OGM, il faut souvent racheter des graines d'une année sur l'autre car les semences produites sont trop pauvres pour se régénérer. Pour Vandana, c'est scandaleux. En 2001, elle décide de créer la ferme biologique Navdanya. On y cultive de façon naturelle des centaines d'espèces dont on garde une partie de la récolte pour alimenter une banque de graines. Ces graines sont alors distribuées gratuitement aux agriculteurs qui veulent se défaire des cultures OGM. Je suis enchantée de vous rencontrer. C'est un honneur. Aujourd'hui, les graines sont génétiquement modifiées, brevetées et privatisées. Les paysans en sont dépossédés et en plus la biodiversité disparaît. L'industrie agroalimentaire est très proche de l'industrie de la guerre car elle a transformé les produits chimiques utilisés pour les armes en engrais chimiques. En fait, ils modifient les plantes pour qu'elles absorbent plus d'engrais et en parallèle, ils dévalorisent les produits naturels, tout ça dans le but de vendre plus d'engrais. C'est tout ce qu'ils cherchent. Depuis 40 ans, ils prétendent lutter contre la faim. Mais la faim dans le monde ne cesse d'augmenter. Pire encore, l'agriculture industrielle est responsable de 40% des rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Nous devons nous défaire de cette agriculture industrielle qui détruit la planète, notre santé, mais également le travail. Les industriels savent que ce mouvement est en marche et s'ils nous laissent faire, ils savent qu'ils vont disparaître. Qui voudrait avoir des pesticides dans sa nourriture quand ils peuvent avoir du bio? Qui voudrait un riz fade quand vous pouvez en avoir un au goût excellent? Qui préférerait de la nourriture avec OGM plutôt que de la nourriture issue de bonnes graines bien saines? C'est ce que nous célébrons ici. C'est la liberté des graines et de la nourriture. Et comme ces petits papillons, j'essaie de répandre mes idées dans le monde. J'essaie de polliniser mes idées. La pollinisation des idées, c'est une liberté de nos jours. Ça permet de rester vivant. Au début des années 2000, des industriels ont mis au point une espèce de riz génétiquement modifié appelé le riz doré. C'est un riz conçu pour produire de la vitamine A en abondance. Cette vitamine est indispensable à une bonne croissance chez l'être humain. Destiné principalement aux pays en voie de développement,
Les industriels tentent de le mettre sur le marché depuis 13 ans en vain. Ils se heurtent partout dans le monde aux anti-OGM. En principe, je suis contre les OGM. Mais s'ils sont utilisés dans une optique médicale, le riz doré par exemple... Le riz doré n'est pas un médicament. Oui, d'accord, mais... C'est un leurre. Cet arbre-là, c'est un moringa. Un moringa. Dans ses feuilles, vous avez environ 1300 microgrammes de vitamine A. Le riz doré, au départ, contenait 34 microgrammes. Et aujourd'hui, il est peut-être à 100 microgrammes. 100 d'une part et 1300 de l'autre. Lequel est inférieur ? Le riz doré, nous n'en avons pas besoin. Nous avons des plantes magnifiques comme celle-là. Et c'est juste un exemple parmi des centaines d'espèces très riches en vitamine A. C'est donc de l'ignorance. C'est le fruit d'une monoculture de l'esprit, de l'aveuglement face à la biodiversité. C'est pourquoi j'appelle le riz doré une solution aveugle pour une prévention aveugle. C'est une ferme biologique qui a pour but de préserver la biodiversité. Mais on fait également de la recherche, on teste un tas de méthodes. Derrière moi, il y a les champs de riz que l'on a récoltés. On a fait pousser environ 670 variétés de riz pendant la mousson. La moitié est tolérante aux conditions climatiques extrêmes, comme l'eau de mer salée. On est donc en mesure de distribuer ces graines après les cyclones comme Faïline ou le supercyclone de 1999. Parce qu'après ce genre de cyclone, vous avez de l'eau de mer haut comme ça dans les champs pendant 2 ou 3 mois. Pour Vandana, il est donc possible de trouver dans la nature et en quantité des plantes aux propriétés exceptionnelles sans avoir à modifier leur carte génétique. Depuis plus de 10 ans, elle alimente sa banque de graines pour préserver les milliers d'espèces qu'elle a rassemblées. Voilà la banque de graines. Oui, 2500 variétés de plantes différentes. Ah oui? Oui. Très bien. Toutes sont indiennes? Oui, toutes. Ça fait beaucoup. Oui, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'on a réellement. Les agriculteurs peuvent prendre ce qu'ils veulent dans cette réserve de graines à condition d'en restituer 25% de plus après la récolte. Ce système permet d'augmenter les stocks qui profiteront à toujours plus de fermiers. Dans la région, de plus en plus de paysans habitués aux OGM viennent chercher une solution alternative car ces cultures coûtent cher en engrais chimiques et ont souvent des conséquences sur la santé. Oudavir est producteur de sucre de canne. Il habite près de la ferme et grâce à Vandana, il a franchi le cap de l'agriculture bio il y a déjà quelques années. Le jus sort par là en passant par ce tuyau. La canne à sucre est broyée par cette machine qui en extrait le jus. Le jus de canne à sucre, il cuit dans ces espèces de casseroles là. Et en fait, en dessous, on fait du feu pour chauffer avec les débris de la canne à sucre. Que du jus. Ah ok, il n'y a pas d'eau alors. C'est seulement le jus de canne à sucre. Oui, Vous le cuisez combien de temps? 5 heures. 5 heures, 5 hours. Ça sent très bon. Very good. Pour collecter les impuretés dans le jus de canne à sucre, ils mettent le jus d'une autre plante qui est un peu visqueux, tu vois, et qui me permet effectivement de mieux ramasser les impuretés. C'est quoi? C'est pour moi? Hyper bon. C'est super bon. Wow. Ah, c'est encore chaud. C'est magnifique. Vous êtes passé par l'école Navdanya? Oui, j'y vais régulièrement encore. Je suis un des coordinateurs. Je m'occupe des agriculteurs, de leur formation. Je leur explique ce qu'est l'agriculture biologique. Nous les guidons dans l'apprentissage. On forme tous ceux qui veulent faire du bio. Avant, nous faisions tous de l'agriculture chimique. Mais depuis que nous avons été formés par cette école, eh bien, nous faisons du bio.
On s'est remis au bio parce qu'on n'arrêtait pas de tomber malade, nous les agriculteurs. Tantôt une tumeur au cerveau, tantôt un cancer à cause de l'ingestion de tous ces produits chimiques. Ça nous empoisonnait, nous, et aussi la nourriture qu'on mangeait. On a compris alors que c'est en assurant la santé de la terre qu'on assure une nourriture saine. En plus, on a remarqué qu'avec les produits chimiques, on obtient une canne à sucre plus grande, mais de mauvaise qualité. Avec une culture bio, la qualité de la canne à sucre est bien meilleure. C'est difficile à faire pousser la canne à sucre sans engrais chimiques? Non, ce n'est pas difficile de faire du bio. Ça ne pose aucun problème. Après tout, c'est ce qu'on faisait il y a quelques décennies. Tout le monde faisait du bio. L'introduction des engrais chimiques est quelque chose de plutôt récent. C'est arrivé après les années 1940. En Inde, il y a un marché pour les produits bio? Oui, la demande augmente. La demande augmente sans cesse par rapport à avant. Il y a quelques années, les gens n'étaient pas sensibilisés à l'agriculture biologique. Mais depuis que les maladies augmentent, les gens commencent à comprendre que c'est à cause de la nourriture contaminée que leur santé se dégrade. Alors ils se disent qu'une alternative est maintenant possible et ils se tournent vers les produits certifiés bio. L'Inde et son milliard d'habitants serait-elle en passe de devenir un des fers de lance de la culture biologique dans le monde? Ce pays hors norme, de plus en plus puissant, pourrait être un symbole du respect de l'environnement. Quoi de plus logique pour une population qui, en grande majorité, fait de la protection de la nature et des animaux un principe vital?